Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va reparler de ma RTX 2060 puisque finalement j'ai décidé de la garder, malgré les commentaires de certaines personnes puisque je vous avais demandé votre avis sur cette carte. Donc cette carte je la garde et elle va remplacer ma GTX 960 qui est la carte que j'utilisais depuis quelques années, qui commence à tirer un petit peu la langue sur la plupart des jeux, donc je préfère en changer et je vais vous expliquer pourquoi finalement je garde cette version-ci. J'ai mis ici les commentaires, on parle vite fait de quelques commentaires, donc le contexte dans lequel je change cette carte vidéo. Il faut savoir, donc on est ici, donc je tourne cette vidéo, enfin cette séquence-ci précisément, le 16 juillet, on est dans une séquence où Nvidia sort les RTX Super. Les RTX Super qui sont pour certaines des remplacements des RTX standards, donc la 2060 en elle-même, il y a une 2060 Super qui existe, mais ce n'est absolument pas le remplacement de la 2060, la 2060 reste au catalogue de la plupart des marques dont EVGA. La 2060 Super, au moment où je tourne cette séquence, elle coûte 150 ou 160 euros plus cher que le prix que j'ai payé cette carte. Donc on n'est pas du tout sur le même type de budget, le même type de carte. Donc pour les gens qui me conseillent de passer à la 2060 Super, voilà, on voit bien que c'est pas le même budget. Déjà, cette carte-ci m'a coûté 295 euros, ce que je trouve super cher puisqu'on est quand même sur une génération, enfin sur une série 60, comme celle-ci. Cette génération 60 qui a deux générations de retard puisque c'est une 960. Il y a eu derrière les 1060 puis les 2060, les 2060. Ici on était sur une carte qui coûtait 140, 150 euros, je crois, je l'ai eu celle-là, alors c'était une bonne affaire, mais bon quand même j'ai payé 150 euros. Ici on est au double pour une carte qui est censée être une entrée de gamme de la génération courante. Donc on voit qu'il y a quand même une explosion des prix chez Nvidia et c'est pas forcément une bonne chose, que ce soit pour le marché ou pour ma bourse. Alors, la plupart des commentaires revenaient sur deux ou trois choses sur cette carte vidéo. En particulier, donc on va le revoir dans le déballage, le fait qu'elle soit avec un seul ventilateur. Alors c'est vrai, elle a un seul ventilateur, mais elle a un radiateur qui est suffisamment volumineux et les 2060 chauffent assez peu, donc c'est absolument pas un problème d'avoir une carte qui a un seul ventilateur, que ce soit même pour l'overclocking, ce sera pas un problème. Elle a effectivement que 6 Go de RAM. La 2060 Super en a 8, et puis toutes les cartes graphiques ensuite, 2070, 2070 Super, 2080 et compagnie ont au moins les 8 Go. La 2060 Super est un remplacement en gros de la 2070, donc les 2070 vont être amenés à disparaître, et puis la 2070 Super est un remplacement de la 2080. Voilà, mais pour la 2060 c'est pas le cas, vous aurez la 2060, la 2060S, donc Super, et puis 2070 Super, 2080 Super peut-être quand elle sortira, en tout cas pour le moment elle n'est pas encore disponible. L'autre point, c'est aussi la sortie des cartes AMD, puisque vous savez peut-être en tout cas que AMD a sorti les RX 5700. Pour le moment, que ce soit les 5700 ou les 5700 XT, il n'y a que les versions officielles AMD qui sont disponibles, donc pas les versions custom constructeurs, qui sortiront bien plus tard, donc sûrement en août, peut-être septembre pour la grande disponibilité de tous les modèles. Par contre, elles ont un rapport qualité-prix super intéressant, les cartes AMD, elles feront peut-être baisser un petit peu le prix des cartes RTX, mais pas forcément. Voilà, donc il faut faire un choix, puis à un moment donné, bon, j'en ai un petit peu marre du rendu de ma carte graphique, donc je passe à ce modèle-ci. Donc, un seul ventilateur, pas les 8 Go de mémoire, c'est vrai effectivement que ce sont deux points à prendre en compte. Je pense que la 2060 suffira à mon usage, et puis j'ai choisi la marque EVGA. Jusqu'à présent, j'achète beaucoup de matériel de Gigabyte. J'étais extrêmement satisfait de leur matériel, mais pour le moment, j'ai pas vu d'offre promotionnelle suffisamment intéressante. Donc je pars sur de l'EVGA, et puis tant pis pour Gigabyte, que j'ai sollicité plusieurs fois pour essayer d'avoir du prêt de matériel pour pouvoir tester différentes RTX, différents matériels, donc il n'a pas répondu très positivement à mes différentes demandes. Donc c'est pas grave, je passe sur EVGA, qui à mon avis est un constructeur qui n'est pas suffisamment bien représenté en France. Ce sont des produits qui sont très fiables et en plus qui ont un SAV de très très bonne qualité. Donc moi j'y vais sans problème sur des marques comme ça, ce qui serait pas le cas sur d'autres marques dont je tairai le nom parce que je les ai pas achetées, donc je vais éviter de dire du mal d'une marque sans la connaître plus que ça. Mais en tout cas la marque VGA ne me fait pas peur à l'achat. Donc on part sur le déballage de cette carte. Cette carte très précisément au niveau de son modèle c'est la RTX 2060 XC de chez EVGA. Vous avez ici, donc je vous montre rapidement le packaging de la carte avec les descriptifs. Donc en particulier ce qui est intéressant c'est qu'elle est
DirectX 12 évidemment, mais ma carte, ma 960 était déjà DirectX 12, hein, il n'y a pas énormément de nouveautés depuis un certain temps. Elle a évidemment le support du ray tracing et tout ce qui vient avec les cartes RTX. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur les technologies liées à la gamme RTX de Nvidia, en particulier le ray tracing et le DLSS, qui est un anti-aliasing un petit peu amélioré, je vous propose l'article de chez Tech Power Up, qui est sorti il y a déjà un petit moment, au mois de mars 2019, et qui présentait la sortie dans Shadow of the Tomb Raider de ces technologies. Alors le jeu date de septembre 2018, donc il est pas tout jeune, mais il y a eu Eidos a mis un certain temps avant de rajouter ces technologies dedans. Moi je vous montrerai de toute façon quelques petits exemples, mais je sais pas pourquoi je n'arrive pas à activer le DLSS dans ce jeu. Toujours est-il que vous avez la possibilité ici de voir des comparaisons, en gros des avant-après, avant-après ray tracing pour vous montrer la différence de qualité des ombres, et on voit que quand le ray tracing est activé, on perd énormément d'images à la seconde. C'est pas une division par deux, mais presque. Par contre, on voit qu'on a une qualité d'ombrage qui est beaucoup plus réaliste. Même si, dans l'expérience en jeu, moi j'ai pas noté que c'était quelque chose de nécessaire. Pour le DLSS, là c'est une autre problématique. Le DLSS a pour objectif de maintenir à peu près la même qualité d'image. Donc là c'est à vous de comparer avec cette espèce de avant-après. Mais en proposant plus d'images à la seconde, puisque malheureusement, le ray tracing mais d'autres technologies font que les jeux deviennent de plus en plus lourds, les textures, etc. Alourdissent les jeux, et donc le DLSS a pour objectif d'améliorer en fait l'anti-aliasing, donc d'avoir une qualité d'image supérieure pour un débit d'image largement supérieur à ce que vous pourriez avoir sans DLSS. Donc le DLSS c'est en gros un anti-aliasing qui a été pré-calculé sur une image de moins bonne qualité, donc une image calculée à définition inférieure, et qui est également pré-calculé en amont par Nvidia, via l'AI Nvidia, pour faire en sorte que la qualité d'image soit la meilleure possible pour un jeu donné. Donc ça se calcule par jeu. Donc en tout cas vous avez des exemples ici d'avant-après. Donc normalement vous devriez avoir des qualités graphiques similaires pour donc toujours à chaque fois un niveau de performance supérieur. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle est VR ready, mais par contre elle n'a pas de connecteur USB-C, ça c'est franchement dommage, puisqu'il n'y a que les 2070 et 2080 je crois, la plupart en tout cas en proposent, mais pas les 2060, donc ça c'est un petit peu dommage. Voilà en gros ce que je peux en dire. Le modèle précis, c'est la Black Gaming. Donc si vous demandez, c'est la XC Black Gaming. Allez, on y va, je vous l'ouvre et puis je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc là, je peux plus refaire machine arrière. Enfin, je peux toujours chez Amazon faire machine arrière, mais maintenant elle est ouverte. Donc je me suis décidé, il faut que j'assume. Alors, dedans, on a le petit fascicule EVGA RTX. Voilà. Donc il vous explique comment installer la carte vidéo, mais ça je vais vous faire de toute façon les séquences nécessaires pour l'installation d'une carte vidéo. Dedans vous avez donc le carton dedans. Je sais pas si on verra bien, si la lumière va rentrer au fond du carton, mais le fond a l'air d'être creux, mais c'est super bien protégé. Non, il n'y a rien du tout au fond. Voilà la carte vidéo en elle-même. Hop. Donc elle est protégée par du papier à bulles, puis du papier de la mousse en fait protectrice, puis le sachet antistatique. Donc vraiment s'il lui arrive quelque chose, c'est pas de bol. Voilà, et on a la carte en question. Donc comme je vous l'expliquais dans la première vidéo où je vous demandais votre avis, ici on est face à une RTX de base, donc vous avez les sorties à l'arrière, donc vous avez une sortie DVI, une sortie HDMI et une sortie DisplayPort, donc c'est vraiment le minimum vital. Ça aurait été bien au moins d'avoir 2 DisplayPort parce que là c'est léger en tout cas en termes de sortie. Pas de backplate, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus l'équipement nécessaire pour une carte vidéo, en tout cas à mon sens. Donc voilà, donc il faudra faire attention en tout cas. Donc au niveau esthétique, moi ça me choque pas. Il faut juste faire attention de ne pas faire tomber des choses sur sa carte vidéo, ou si vous avez un water cooling, etc. de ne rien faire couler sur la carte vidéo, ou en tout cas de bien faire attention. Connecteur 8 pins pour l'alimentation, c'est une 2060, donc un seul connecteur suffit à l'alimenter. La décoration VGA, mais qui ne s'allume pas à ma connaissance, puisque on n'est pas sur un modèle haut de gamme, et puis moi ça m'intéresse pas de toute façon d'avoir des lumières qui s'allument dans mon boîtier, c'est pas un critère important. Et vous avez ici le radiateur. Donc on voit que c'est une carte qui est triple slot, ici, donc qui va prendre de la place dans le boîtier. Triple slot, et puis un seul ventilateur. Voilà en gros à quoi ressemble cette carte graphique.
Je vais l'installer dans le boîtier, puis je vous dirai ce qu'il en est. Alors, il faut savoir qu'actuellement, avant de l'installer dans le boîtier, je vais faire la mise à jour. Je vais vous faire juste 2 benches, en fait, enfin, peut-être 3. Je vais faire Assassin's Creed Odyssey. Je vais faire Tomb Raider. Et puis, je ferai un test qui fait marcher les cœurs CUDA, juste pour comparer le niveau de performance entre ma 960 et cette 2060. Je vous laisse profiter de cette séquence de pur bonheur pour les oreilles. La carte est équipée effectivement d'un unique ventilateur mais sur un énorme radiateur, donc ça ne nuit pas aux performances. De uniquement 3 sorties vidéo, on en reparle un petit peu plus tard. Elle est équipée d'un port 8 pins donc pour l'alimentation additionnelle en plus du PCI Express. Et donc on voit ici les heat pipes et le gros radiateur qui permet de bien ventiler la carte. J'installe cette carte dans un énorme boîtier Fractal Design Definer 6, non seulement qui a une paroi vitrée donc qui pourrait être équipée de LED et compagnie, mais en plus qui permet d'accueillir des cartes vidéo d'un format énorme. Et pour le moment, je n'ai eu jusqu'à présent que des cartes au format type ITX, donc des petites cartes compactes. Comme vous pouvez voir, la 960 était déjà une carte compacte, et la 2060 est elle-même ultra compacte, à peine plus grande, à part le fait qu'elle ait 3 équerres PCI Express au lieu de 2 pour la 960. Vous pouvez noter également que les 960 étaient connectables en SLI, donc vous pouviez en connecter plusieurs l'une à l'autre, ce qui est plus du tout le cas pour les gammes 2060, 2070, il n'y a que les 2080 sur lesquels on peut encore le faire. Niveau installation, c'est très simple. Alors EVGA livre le connecteur PCI Express et l'équerre en métal protégé par un caoutchouc pour éviter tout risque d'être endommagé. Mais une fois que vous avez retiré les protections, il suffit de glisser la carte vidéo dans l'emplacement PCI Express, alors si possible l'emplacement du haut qui est le 16X. Les autres sont pas toujours sur les cartes mères en 16X. De visser les 3 vis et ensuite de connecter le connecteur d'alimentation 8 pins sur la carte vidéo, donc collecteur d'alimentation additionnel. Sur ma 960, ma GTX 960, j'étais entre 30 et 40 images par seconde en 1280 par 800. Ce qui était un petit peu dur, j'avoue, pour jouer. Et puis en plus, même pas avec tous les détails à fond. Donc on voit les résultats du benchmark à l'issue du jeu, donc le benchmark est intégré dans le jeu, avec une moyenne de 34 images par seconde. Ce qui était vraiment pas terrible, on voit que la carte vidéo est saturée, et que, voilà, elle faisait de son mieux, mais le niveau de qualité n'était pas là. Et malheureusement, j'ai fini le jeu depuis. Donc c'est pour vous dire que c'est pas non plus moche, hein, mais c'est pas non plus super agréable à jouer. Ici, ce sont les résultats de Assassin's Creed Odyssey. Donc environ 29 images par seconde pour le bench. Là c'est pareil, il y a des moments où c'était franchement injouable. Alors j'ai quasiment pu faire tout le jeu avec ma GTX 960, mais il y a des moments quand on arrive à Athènes, ça devient vraiment pénible à jouer. Avec la RTX 2060, on voit maintenant que je suis à environ quasiment à 80 images par seconde, et plus aucune saturation que ce soit au niveau de la mémoire vidéo et du lien GPU. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors toujours à la même définition de 1280 par 800, je vais vous montrer un petit peu après en jeu, avec ce jeu là comme exemple, RTX, qu'est-ce que ça donne à une définition supérieure. Et si on prend un autre jeu, donc toujours Assassin's Creed Odyssey, je suis maintenant aux 30 images par seconde, mais plus à ma toute petite définition de 1280 par 800, mais en Ultra HD, ce qui change vraiment tout. Et on voit que même en Ultra HD, alors ça reste 30 images secondes, hein, même pas 30 images secondes, mais ça reste tout à fait satisfaisant, et puis c'est les détails à fond. Alors que précédemment, j'avais même pas le niveau de détail à fond. Donc voilà, on voit ici qu'on est à 21 images secondes, en 3840 par 2160, tout en ultra élevé. Donc autant dire que je vais pas jouer de toute façon avec cette carte à cette définition-là, donc c'est très très satisfaisant. J'en profite que j'ai toujours cette carte entre les mains et qu'Assassin's Creed est toujours pas fini de se mettre à jour, pour vous dire en tout cas ce que je pense actuellement de cette carte vidéo, sans même l'avoir testée, ce que j'en pense. Alors au-delà de la carte vidéo, déjà je trouve que c'est une aberration qu'une 2060, donc c'est-à-dire une série entrée de gamme, quand bien même ce soit une RTX, soit vendue à un prix aussi énorme. On est à, alors moi je l'ai payé un tout petit peu moins de 300 €, mais en moyenne on est au-delà des 300 € pour ce type de carte vidéo. On a clairement une console de jeu Ultra HD pour ce prix.
c'est vraiment aberrant d'arriver à des niveaux de prix comme ça, surtout quand on considère qu'en entrée de gamme de l'époque, vous aviez la 960, et que cette 960 était vendue bien moins cher. J'ai dû l'avoir donc dans les 150 euros, allez, on va dire à tout casser, elle était dans les 200 euros. Donc une explosion énorme de prix de la part de Nvidia, qui est largement due au fait que AMD en face a du mal à sortir quoi que ce soit qui rivalise. Une absence de concurrence qui fait que Nvidia ne se sent pousser des ailes et se permet de sortir des cartes à 300 euros, là où je pense le logo RTX sur une 2060 est même probablement peu utile, puisque une 2060 n'a pas le niveau de performance requis pour faire du ray tracing de manière sereine. Donc un niveau de prix qui commence à me faire peur, et j'espère que ça va pas continuer à la hausse comme ça, parce que c'est franchement embêtant, et surtout qu'on voit dans le domaine des processeurs que c'est largement des tarifs qui commencent à être à la baisse. J'aimerais bien que ce soit la même chose côté carte vidéo. Alors concernant le VGA, elle est ultra compacte, donc ça peut être sympa si vous en avez besoin dans un petit boîtier. Moi j'ai un énorme boîtier, donc c'est pas vraiment l'endroit où elle sera le plus à l'aise, puisque vous pouvez mettre des cartes beaucoup plus longues, etc. Mais en tout cas, vous pouvez la mettre dans un petit boîtier, mais par contre elle est triple slot, donc ça c'est embêtant. C'est franchement... Alors elle est épaisse, etc., donc elle doit bien refroidir, mais c'est embêtant d'avoir du triple slot. Niveau des sorties, je pense que là, VGA... j'irai pas jusqu'à dire se moque un peu du monde, mais au moins mettre 2 sorties DisplayPort, même si c'est une carte entrée de gamme, à 300 euros, on peut s'attendre d'avoir deux sorties DisplayPort. Je trouve ça un petit peu limite de n'avoir que 3 sorties. Alors, les 3 sorties marchent en simultané, vous pouvez mettre des convertisseurs si nécessaire, mais ne pas avoir 2 sorties DisplayPort, pour moi, c'est franchement dommage. C'est des cartes qui tournent très bien avec 2 écrans, et je pense qu'avoir 2 sorties DisplayPort, c'est le minimum syndical en 2019, ne pas être obligé de travailler avec du DVI-D, même si ça reste un connecteur tout à fait d'actualité pour beaucoup d'entre vous. C'est pas le connecteur qui a la cote en ce moment, et puis l'HDMI, c'est sympa si vous voulez sortir sur une télé, mais le DisplayPort est quand même beaucoup plus pratique si vous voulez le sortir sur un écran PC. Quelques autres exemples pour vous montrer pourquoi je trouve que les connecteurs de sortie graphique ne sont pas au niveau avec cette 2060. Voilà une 2070, donc je vous en parlais, vous avez ici le connecteur USB-C qui est très pratique si vous avez soit des écrans modernes qui prennent l'USB-C, soit si vous avez un casque VR qui prendra en entrée un USB-C, en tout cas sur les casques qui vont sortir ou qui sont très récents. Donc ça peut être pratique à avoir, et puis vous voyez qu'au niveau sortie, on se moque pas de vous, on vous met 3 DisplayPort et un HDMI, ce qui est tout à fait pertinent puisque vous pouvez imaginer avoir 3 écrans connectés sur cette carte vidéo, et donc le faire avec 3 DisplayPort, c'est tout à fait adapté. Là on est sur une 2070, donc on est quand même un cran en dessus, on va dire en termes de carte graphique. Si on regarde une 1660, qui est moins chère en tout cas, ou même une 1600, vous verrez qu'on est plutôt sur les mêmes connecteurs. Donc j'ai pris du EVGA, mais c'est vrai quelle que soit la marque, c'est pas spécifique à EVGA le fait qu'on se moque un peu de vous sur les sorties vidéo. Vous voyez que là on est pourtant sur une carte à 240 euros et on a que 3 sorties à nouveau, et puis des sorties pas forcément au goût du jour. En tout cas vous avez une DVI, et donc du coup vous perdez, en rien que ne serait-ce que par la place que prend ce connecteur, vous perdez la possibilité d'avoir un deuxième DisplayPort qui serait quand même beaucoup plus pratique. Et si on revient juste une génération en avant, donc on prend une 1070, alors à nouveau c'est une VGA cette 1070, mais ce serait vrai quelles que soient les marques, on voit qu'on a, alors historiquement parce que la carte est plus ancienne, un connecteur DVI, et pourtant on a quand même 4 connecteurs, dont 3 DisplayPort. Donc on voit que c'est tout à fait possible, et pourtant on n'a que 2 écarts ici, on voit que c'est tout à fait possible de mettre, alors bon elle est pas vraiment à ce prix là, mais elle était dans un budget pas très éloigné, on voit que c'est possible de mettre 3 connecteurs de DisplayPort sur une carte. Donc moi je trouve ça un petit peu moyen de faire passer une RTX 2060 qui est vendue plus de 300 euros, 400 euros pour certaines, pour des cartes graphiques d'entrée de gamme. Voilà, à un moment donné, il faut bien réfléchir qu'à 300 euros, on a quand même des processeurs de PC, comme les Ryzen 2700, 3700 et compagnie, qui sont quand même des processeurs haut de gamme, et pas des processeurs bas de gamme. Et les cartes graphiques, je ne pense pas qu'à un budget de 300 euros, on peut considérer qu'on est sur des budgets bas de gamme. C'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu dommage de manquer de connecteurs à cette gamme de prix. Pour moi, 2 DisplayPort, c'est le minimum qu'on peut attendre sur une carte vidéo à 300 euros. Voilà, donc voilà ce que je peux dire. Donc évidemment le prix est étriqué, le prix de cette carte vidéo, comme la carte vidéo en elle-même qui est compacte et ramassée, donc on peut pas tout mettre et tout avoir pour le prix, mais je trouve ça quand même un petit peu dommage d'avoir fait l'impasse sur une des sorties.
Pour le reste, ça a l'air d'être un équipement de qualité, et puis à 300 €, je pense que de toute façon, il y a peu de chances d'être déçu. Pour vous donner une idée du bruit que fait cette carte, la voici au repos dans le PC. Alors mon PC est watercoolé, donc évidemment on entendra très peu le bruit de ventilation. J'ai 3 ventilateurs en façade, la pompe, qui est juste au-dessus de la carte vidéo, et un ventilateur arrière en aspiration. Donc je vous laisse écouter, mais ça fait quasiment aucun bruit additionnel. Alors en plein jeu par contre, déjà le profil de base choisi par EVGA est particulièrement bruyant et comme on n'a qu'un seul ventilateur, ça s'entend beaucoup. Et en plus vous allez entendre du coil whine, donc le grésillement que vous entendez là. Ce grésillement est dû aux condensateurs qui se mettent à grésiller justement dû aux variations de fréquence. EVGA propose un logiciel pour pouvoir à la fois monitorer sa carte graphique mais aussi l'overclocker, régler les ventilateurs et tout ça. Ce logiciel s'appelle Precision X1, vous pouvez le trouver sur le site de EVGA, donc vous avez l'adresse ici, evga.com Precision X1. Il est téléchargeable en version standalone, c'est-à-dire installable directement sous Windows, ou en version Steam. Je savais même pas qu'il est disponible en version Steam, et ça peut être intéressant puisque vous pouvez bénéficier du coup de mise à jour automatisée. En tout cas je pense, dès qu'une nouvelle mise à jour sort, vous pouvez via le client Steam bénéficier de la mise à jour, ce qui peut être intéressant. Donc moi finalement je vais désinstaller la version standalone et puis je vais passer sur la version Steam, c'est une possibilité qui est tout à fait intéressante. Le logiciel Precision X1 qui permet par exemple ici de voir rapidement après une session de jeu ou pendant une session de jeu la charge sur votre GPU, la température du GPU, ici à droite, en haut à droite, la fréquence de la mémoire et la consommation mémoire, donc ce qui vous permet rapidement de savoir si vous arrivez aux limites, donc dans mon cas aux 6 Go alloués à la carte vidéo, donc ça peut être extrêmement pratique. Vous avez aussi la gestion des LED, ma carte en étant dépourvue, donc je peux pas vous montrer cette option-là, mais vous avez la gestion des LED. Et puis, dans l'onglet principal ici, vous pouvez régler rapidement le ventilateur, la cible en termes de maximum de puissance allouée au processeur, donc vous pouvez overclocker si vous le souhaitez. Et c'est aussi à cet endroit-là que vous pouvez lancer les tests, benchmark et compagnie de la carte, et aussi régler les courbes de ventilation, donc courbes de ventilation qui permettent d'abaisser le niveau sonore de la carte. Donc par rapport à ce que je vous ai montré à l'instant, si je fais une courbe de ce type-là, voilà les paliers 100, 80, 60, etc. que vous pourrez entendre, boîtier fermé et compagnie. Maintenant, en général, une carte vidéo est toujours dans un boîtier PC, donc je vous propose d'écouter ce que ça fait enfermé dans mon boîtier, qui est particulièrement silencieux. Donc voilà le volume sonore dans le boîtier avec le ventilateur par défaut à 100% de ventilation, donc ça n'arrive normalement jamais, mais pour vous faire entendre le bruit que ça peut faire. Puis à 80%, ce qui a priori est un bon réglage à mettre en vitesse de ventilation maximale. Puis à 60%. Puis à 40%. Et en dessous de 40%, donc à 30, 20%, etc., ça s'entend quasiment plus. C'est-à-dire que le boîtier isole complètement du bruit, on n'entend plus la carte. C'est aussi à cet endroit-là que vous pouvez automatiquement régler le contrôle de la fréquence GPU en fonction de la température. Donc vous voyez que quand la température dépasse les 84 degrés sur la carte vidéo, la fréquence du GPU s'abaisse. Donc ça peut être intéressant de faire en sorte que la carte vidéo soit le mieux ventilée possible, puisque en tout cas tel que c'est réglé là, au-delà de 83 degrés, quelque chose comme ça, il y a quand même des grosses chutes de fréquence GPU, et donc vous allez avoir des pertes de performance. Voilà en gros, et puis vous avez des profils ici en haut à droite qui peuvent être sélectionnés pour faire tous vos réglages. Et puis ici les réglages standards de Precision X1, donc pour démarrer avec l'OS, donc quand vous démarrez Windows, vérifier les mises à jour. Ça peut être intéressant d'avoir toujours la dernière version à jour. Et puis le réglage de langue, le réglage, si vous voulez, de la transparence au niveau de cette interface graphique et compagnie. Il est maintenant temps de conclure au sujet du test de cette vidéo. Alors évidemment, c'est pas un vrai test en soi, vous l'aurez remarqué, puisque je bénéficie pas chez moi d'un banc de test, je vois pas défiler du matériel et compagnie, donc je peux pas me permettre de faire des comparaisons de performance avec du matériel que je n'ai même pas.
Donc je vous parlerai juste de ce que je pense de cette carte avec les jeux que j'utilise et dans le contexte dans lequel j'utilise. Donc j'en profite pour télécharger le tout nouveau Wolfenstein Youngblood. On va donner enfin je vais le démarrer puis on regardera à quoi ça ressemble ensemble. J'ai quasiment fini de le télécharger et merci au passage au country manager de EVGA, EVGA France, qui m'a permis de récupérer la clé pour jouer à ce jeu alors qu'Amazon a tout fait pour que je ne l'ai pas. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis autant de bâtons dans les roues alors que j'avais droit à cette clé, mais bon, toujours est-il que merci à lui d'avoir fait le nécessaire pour que je puisse profiter de ce jeu. Et en attendant que ça se télécharge, je lance Shadow of the Tomb Raider. Donc voilà, on est dans le jeu. Alors je capture en même temps que je joue et j'ai un logiciel de capture, c'est pas de la capture matérielle, donc ça explique que je vais avoir des performances un petit peu moins bonnes. Je vous montre quand même rapidement les réglages du jeu. Donc je suis en 1080p, c'est-à-dire en Full HD. La EVGA RTX 2060 est une carte qui allait jusqu'en 1440p. Au-delà, faut vraiment pas... Enfin, je pense que si vous voulez faire de l'Ultra HD, partez directement sur une 2080 et au-delà. Les cartes vidéo en dessous seront vraiment trop limitantes dans ces cas de figure-là. Maintenant, même si ici, en ce moment, j'ai un écran Ultra HD, je suis pas persuadé que ce soit vraiment utile de jouer en Ultra HD. Vous avez des upscales qui sont largement suffisants pour que ça reste agréable de jouer en 1440p ou en 1080p. Je suis en 1080p pour une bonne raison, c'est tout simplement que je suis en ultra, donc j'ai vraiment tous les réglages à fond, et en plus j'ai du ray tracing d'activer. Donc ça va me permettre en même temps de vous montrer ce que ça donne avec et sans. Donc sans parler de l'histoire en soi, parce que je veux pas non plus vous spoiler le jeu si vous ne l'avez pas fait, ici je suis dans une zone où il y a quand même pas mal de décors, on voit assez loin à l'horizon. Voilà, et puis on va se mettre à un endroit où il y a un peu de lumière pour que ce soit plus sympa. Voilà, donc là je suis sur un endroit où il y a particulièrement de la lumière. Ce qui va permettre de montrer le ray tracing. Hop, donc dans les réglages de jeu, il me suffit de maintenant désactiver le ray tracing pour vous montrer les différences. Donc regardez bien les effets des ombres, puisque le ray tracing travaille sur les ombres du personnage, les ombres directes, les ombres indirectes, etc. Donc là, les ombres sont calculées de manière, je dirais, ancienne, c'est-à-dire des anciens modèles d'ombres qui sont tout à fait satisfaisants, ça suffit largement pour jouer, ça reste des ombres tout à fait qualitatives. Je vais me remettre en ultra. Donc moi j'ai joué quasiment, alors j'étais pas en très bas, mais je devais être en bas avec la GTX 960, on voit quand même la différence de qualité. Évidemment quand on passe en ultra. Pour le ray tracing, donc par contre vous allez voir que c'est léger, hein, les effets sur les ombres se voient. Je vous laisse regarder. Voilà, donc vous pourrez peut-être voir, je sais pas si la capture le montrera, j'ai des lags qui sont essentiellement liés au fait que je capture en même temps. Mais en 1080p, sur ce niveau de réglage, je suis à peu près fluide. Donc c'était ce que je voulais, c'est tout à fait satisfaisant. Donc on voit ici des effets de lumière directe sur le personnage de Lara Croft. Et malheureusement, je sais pas si on voit du reflet indirect. Ah, donc ici je suis à côté d'un feu de camp. Donc normalement ici on a des reflets directs et indirects, donc on va voir les bijoux qui brillent, etc. Si je vais dans les options et qu'à nouveau je désactive le ray tracing, vous allez voir que ça a un impact sur ici les ombres du soleil. Voilà, les ombres qui sont beaucoup plus lissées, qui sont beaucoup plus réalistes. Et puis ensuite si je désactive ici, vous voyez que l'éclairage est calculé de manière globale quand je désactive le ray tracing. Donc on n'a plus cet effet d'éclairage par le feu qui est là. Je vous le remets pour vous montrer ici des effets d'ombrage sous l'espèce de jupette, etc. Voilà, on le voit, mais c'est quand même extrêmement léger, et ça fait perdre énormément d'images à la seconde pour des effets qui sont pas non plus nécessairement utiles. Donc c'est pas quelque chose de grave de ne pas avoir du ray tracing. Par contre le DLSS peut être sympa,
Voilà, alors sinon, concernant la carte vidéo en elle-même, bah, j'en suis content évidemment, parce que ce serait difficile de pas être content d'une RTX 2060, mais j'ai quand même une désagréable impression de... je sais pas comment l'expliquer, de pas en avoir pour mon argent. Clairement, c'est la conclusion à laquelle j'arriverai. Pour les 300 € que j'ai dépensés, et encore c'est plutôt une bonne affaire, à savoir que cette carte-là, en général, elle se trouve plutôt dans les 340 €. Je m'attendrais à avoir une carte vidéo peut-être soit un peu plus performante, ou en tout cas un peu mieux équipée en termes de sortie vidéo. Il me manque clairement, hein, je l'ai déjà dit et je le redirai, il me manque clairement une sortie DisplayPort pour considérer qu'à ce prix-là, c'est quelque chose de normal. Mais bon, à côté de ça, tous les jeux du moment, vous pouvez les faire tourner à fond, au moins en 1080p. Donc c'est une carte vidéo qui tient le coup, qui est bien. Et puis une carte vidéo qui est au final accessible en termes de budget, même si elle reste quand même relativement chère. Ça reste une carte qui est dans un budget, on va dire, raisonnable pour un gamer, quand une 2070, une 2080 sont vraiment des budgets un peu trop élevés à mon goût. Voilà, je profite encore d'être en intérieur pour vous montrer quelques effets de luminosité liés au ray tracing. Voilà, donc là, clairement, on est, je pense, dans une scène qui bénéficie bien du ray tracing. Je vais vous montrer à nouveau en désactivant, que vous puissiez voir les différences, qui sont, je trouve, intéressantes. Donc là, on est avec un ray tracing à l'arrêt. Donc à nouveau, on est sur un calcul de luminosité globale à la scène. Voilà, là, on est sur un niveau de ray tracing à fond. Donc voilà, ça apporte un petit peu à l'ambiance du jeu, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, j'espère que ces quelques exemples vous donneront une meilleure idée de ce qu'est capable de faire le ray tracing et des apports en tout cas en jeu, dans des jeux comme Tomb Raider, qui d'ailleurs ne bénéficiait pas à sa sortie du support du ray tracing. Ça a été ajouté bien plus tard, quand je pense la majorité des utilisateurs avaient fini ce jeu. Pour le fun, je vous fais une petite séquence en mode Ultra HD Ultra. Alors évidemment, à nouveau je le redis, cette RTX 2060 n'est pas faite pour l'Ultra HD. Mais vous voyez que je suis en Ultra, Ray Tracing à haut et en 2160p. D'ailleurs, je me pose la question, le DLSS c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient aussi avec les cartes RTX, qui permet d'avoir de l'anti-aliasing de meilleure qualité, en tout cas préprocessé par Nvidia. Qui permet donc d'optimiser un petit peu l'affichage, et quelle que soit la définition, quel que soit le niveau de détail, etc., dans Tomb Raider, c'est toujours désactivé chez moi. Donc je ne sais pas pourquoi, et donc du coup c'est un peu embêtant. Bon, c'est pas non plus très grave, puisque en général ça apporte pas tant de performance que ça sur des jeux de ce type-là. Je crois qu'en 1080p ça doit être du genre 5 à 6%. Mais bon, j'aurais bien aimé pouvoir quand même le tester. Je vous montre quand même ce que ça donne. Alors évidemment, je suis... Déjà en plus je capture, donc tout à l'heure c'était un petit peu plus fluide. Mais là je vous ai mis le même passage et vous voyez que ça rame un petit peu. Mais je suis quand même en Ultra HD sur une carte à 300 €, c'est pas mal. Et puis j'ai quand même un niveau de détail qui est assez important. Donc après ça me nécessiterait quand même d'être modifié un petit peu juste pour récupérer quelques images par seconde, parce que là on sent que des fois c'est un petit peu lent. Voilà, mais ça permet de voir les détails qu'il peut y avoir sur des textures et des personnages. Voilà, donc là vous avez Lara Croft en gros plan, en gros plan et en Ultra HD. Donc ça vous permet de voir le niveau de détail qu'atteint le jeu. Et c'est vraiment pas mal, hein. Alors par contre, du coup, le ventilateur de la carte, alors vous l'entendrez pas parce que le microphone ne doit pas être assez sensible, mais là, le ventilateur de la carte vidéo, moi je l'entends, hein, il doit être dans les... par rapport à mes réglages, dans les 70-80%, parce que là, franchement, je lui en demande un peu beaucoup à cette pauvre petite RTX 2060. Ouais, mais elle tient le coup, quand même, l'affichage se fait bien. Alors je pense pas que je ferai des longues sessions de jeu avec ce niveau d'image par seconde, mais ça reste, je dois être dans les... quelque chose comme 30 images secondes, avec peut-être pas en constant, mais quelque chose comme ça, donc ça va, ça reste relativement correct. Allez, on passe à Wolfenstein Youngblood. Alors c'est vraiment la toute première fois que je le démarre, je vous ai attendu quelque part pour le démarrer.
Donc au niveau des réglages, le jeu se préconfigure en 1080 LV. Donc vous avez Ultra, Uber et Mindleben. Malheureusement, voilà, si je vais en Ultra, le jeu va me dire que c'est déconseillé de passer dans ce niveau de réglage. Donc je vais suivre ses conseils, je vais être en 1080p LV. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc pour les commandes, on peut jouer à la manette ou on peut jouer avec des touches. Moi je vais reconfigurer ça. Bon, moi c'est plutôt joli comme jeu. Les graphismes sont jolis, les éclairages sont sympas. Après ça, je sais pas si au niveau éclairage et compagnie, ça bénéficie beaucoup du ray tracing, mais bon, on voit quelques effets sur les armes. Je parle de ça parce que le jeu est sorti depuis très peu de temps et j'avais entendu dire qu'il ne sortirait pas tout de suite avec du ray tracing et de toute façon, j'ai pas vu de réglage dans les menus pour l'activer. Donc je pense que c'est de l'éclairage à l'ancienne. Mais ça reste joli. Et je vais voir si ma collègue ou mon collègue est prêt à m'aider. Apparemment non. Il est où? Ouais. Continuez de faire être digne, ces championnes. Donc voilà quelques petites expériences de jeu, puis moi j'attends avec impatience la sortie de Control. Control qui devrait sortir d'ici fin août, début septembre je crois, fin août. Qui sera probablement donc le nouveau jeu de chez Remedy, Max Payne et compagnie. Nouveau jeu donc qui je pense sera beaucoup plus à mon goût que Wolfenstein. Et qui bénéficie aussi du ray tracing. Donc c'est en gros pour ça que j'upgrade, c'est aussi pour pouvoir jouer à des jeux auquel j'aurais pas pu jouer avec la 960. Voilà, donc c'était mon test et mon avis sur cette RTX 2060 de chez VGA. Donc comme je vous l'ai dit, un produit qui est sympa, qui fonctionne bien. Voilà, maintenant pour 300 €, je m'attendais à voir quelque chose d'un peu plus haut de gamme qu'il ne l'est actuellement. Ce qui est un petit peu dommage de devoir mettre si cher pour une carte vidéo, moi vraiment ça m'embête. Mais bon. Pour le moment le marché est comme ça, donc y a pas trop le choix, on peut pas faire autrement si on veut jouer à des jeux récents avec des qualités graphiques du moment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains tests.